Eh bien, bonjour à tous. Michael Sinatra, je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques à l'Université de Montréal. Et c'est mon grand plaisir de vous accueillir ce matin, ce midi, pour notre quatrième et dernière conférence midi avec l'École de bioéconomie et sciences de l'information de l'Université de Montréal, avec qui nous avons collaboré cette année, et particulièrement avec ma collègue Marie Martel, à qui je cède la parole. Oui, alors merci Malcolm, merci Marina d'être avec nous aujourd'hui. Alors je voudrais proposer de dédier cette conférence qui est à l'enseigne des communs à Florence Piron, qui était professeure à l'Université de Montréal et aussi éditrice des éditions Sciences et Biens communs, qui est décédée lundi dernier à l'âge de 54 ans. Alors je voudrais souligner son apport inestimable à ces questions. Alors, oui, Marina Gallet est directrice de la préservation et du développement des collections à la Cinémathèque québécoise. Elle œuvre depuis 10 ans dans le domaine de la conservation et de la valorisation du patrimoine audiovisuel et s'intéresse particulièrement au libre accès de la culture et aux humanités numériques. Elle est à l'origine de l'initiative Savoir commun du cinéma, qui vise l'ouverture, la sémantisation, la création et la réutilisation des données et archives cinématographiques par les citoyens et les citoyennes québécois et les institutions également patrimoniales. Elle est titulaire de 2 masters, gestion de patrimoine audiovisuel de l'Institut national de l'audiovisuel et aussi un autre master Arts et médias numériques de l'Université Paris 1. Alors, Marina, ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et vas-y, redonne-nous, s'il te plaît, le titre de ta conférence que j'ai malencontreusement oublié de Je l'ai intitulé « Construire des conditions d'accès, de visibilité et de réutilisation d'archives en ligne ». Et comme on approche de la fin du projet Savoir commun, je l'ai un peu vu comme un bilan de cette initiative, même s'il reste encore des choses à venir dans les prochaines semaines. Merci Marie, merci Michael, et je tiens à vous remercier d'utiliser Jitsi. Ça fait très plaisir d'être invité sur des alternatives au logiciel propriétaire, donc je tenais à le souligner. Pourquoi je voulais vous parler de cette initiative? Enfin, c'est Marie qui m'a suggéré ça, mais c'est que, bon, on arrive à la fin du projet. Ça fait 3 ans qu'on fait des expérimentations sur les données ouvertes et liées, sur le travail avec la communauté, les communs. Je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et surtout, je voudrais m'attarder un peu sur les choix qui ont été faits depuis le moment où on se dit, bah, tiens, on va ouvrir nos archives, nos archives en ligne et on va travailler avec les citoyens pour pouvoir les réutiliser, jusqu'au moment où on se retrouve avec des archives en ligne, mais quelles archives, comment on les rend accessibles et quel est l'impact sur la façon dont on les perçoit, dont on y a accès, qu'est-ce que ça rend finalement. Et je voudrais vous parler notamment d'un outil de visualisation qu'on a construit, qui est, je pense, assez représentatif de l'impact que peuvent avoir tous les choix qu'on fait au cours de ce genre de projet-là. Donc, je vais vous partager une petite présentation. Je vais commencer par simplement, j'aime contextualiser ce projet-là. Donc, je vais vous présenter un petit peu la Cinémathèque très rapidement, parce que je trouve que ça fait aussi partie justement des choix, de la façon dont vont être rendues accessibles les archives. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Ok, très bien. Donc, la Cinémathèque québécoise, c'est une OBNL qui a été créée en 1963, qui a pour mission d'acquérir, de documenter, de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel québécois, ainsi que le cinéma d'animation international. Donc, on est organisé en plusieurs départements. Donc, il y a une direction de la programmation qui organise les projections en salle, par exemple, et les expositions. On a un département administratif, un département lié aux communications, aux partenariats, et la direction de la préservation et du développement des collections, donc que je dirige. Et nous sommes entre 15 et 20 personnes au sein de cette direction-là,
qui travaillons sur l'acquisition dans nos collections d'archives, leur préservation, leur documentation dans notre base de données et leur accès et valorisation, donc soit dans notre centre de consultation à la médiathèque, soit en ligne également, justement, c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus. Donc on a 3 collections qui sont, d'une part les films, les vidéos, les nouveaux médias que vous voyez à gauche. Une deuxième collection qu'on appelle les collections afférentes, donc tout ce qui est autour des œuvres cinématographiques qui ont permis la production de ces œuvres-là, donc les photos, les affiches, des objets, des scénarios, des appareils également, et une collection documentaire, donc de livres et périodiques, avec des DVD qui peuvent être consultables facilement à la médiathèque. Donc c'est sur ces collections-là qu'on a voulu travailler et sur les données qu'on a produites autour de ces collections-là. Alors en 2017, on a créé l'initiative Savoir commun du cinéma et on a obtenu une subvention du Conseil des arts du Canada à cet effet de un peu plus de 300 000 $ pour mener ce projet-là de 2018 à 2021. Et on l'a inscrite et je trouve ça très important. Le Fonds stratégie numérique proposait 3 volets, donc on pouvait postuler en littératie et intelligence numérique, en accessibilité aux arts et aux engagements culturels des citoyens, ou dans le volet transformation des modèles organisationnels. Et nous, c'est ce dernier qu'on a choisi, qui se veut donc soutenir des initiatives novatrices relatives au numérique pour aider les organismes à transformer leur façon de travailler, à s'adapter à l'environnement numérique. Donc, je souligne vraiment la notion d'initiative parce qu'elle est très importante dans notre démarche, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre projet et initiative, dans le sens où projet, on vise vraiment, on détermine les résultats qu'on veut atteindre dès le début et on vise à les atteindre au cours du projet, on essaie de pas dévier. L'initiative, ça se veut vraiment expérimental. Donc, dans la demande de subvention, on avait à préciser nos intentions, comment on allait débuter le travail, mais c'est assez souple pour nous permettre d'évoluer et de changer un petit peu le projet, de se développer au cours de ces 3 ans et de voir au fur et à mesure en fait de nos découvertes et de ce qu'on voit de problématiques, au contraire d'opportunités qui se révèlent au cours de projet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça nous a permis vraiment d'expérimenter pas mal de choses. Alors cette initiative, elle a 4 objectifs principaux. Déjà, c'est de transformer la culture organisationnelle interne de notre équipe. Donc, c'est pas un projet qui se veut forcément technologique, mais c'est de voir justement comment on intègre de manière pérenne les notions, les outils associés au web sémantique et comment on travaille à développer un peu une culture de la donnée au sein de nos équipes. Donc, c'est acquérir de nouvelles connaissances et c'est développer des outils et des méthodes de travail différentes. Le deuxième objectif, c'est de partager notre expertise donc avec les institutions, les artistes. Donc, on avait plusieurs partenaires à cet effet. Le troisième objectif, c'est de créer un point d'accès de référence sur les données cinématographiques canadiennes, c'est-à-dire en diffusant nos contenus et données dans des formats standardisés et sous licence libre, et de structurer et lier nos données dans le web pour qu'elles puissent être exploitées intelligemment par les machines. Quatrième et dernier objectif, c'était de transformer les relations entre notre institution, les citoyens et les artistes, de les mobiliser pour créer ensemble des communs et expérimenter ensemble différentes façons de réutiliser nos archives et nos données. Donc on l'a appelé Savoir commun du cinéma puisque l'idée c'était vraiment de décentraliser un peu les lieux de savoir, je dirais, les lieux de pouvoir aussi, donc de travailler ensemble avec les citoyens. C'est ce qu'on trouvait bien dans les projets Wikimédia, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment créer ensemble une page des savoirs sur le cinéma québécois et canadien, en partant des archives qu'on avait à la Cinémathèque, des sources. Donc, nous, on apportait une expertise en termes de recherche, de connaissances, mais les citoyens apportaient la leur aussi. Et on invitait souvent, donc on organisait des soirées, comme vous le voyez là dans l'image, on organisait des soirées où on invitait les artistes, ici Matthew Rankin qui est tout au fond debout, et qui expliquait aussi, qui apportait aussi ses connaissances et qui pouvait répondre aux questions des citoyens. Donc, on a choisi d'utiliser les projets Wikimédia au départ pour justement
travailler avec la communauté qui est active, je dirais. Utiliser des projets existants et pas avoir à recréer la roue, refaire la roue. Et s'inscrire dans une démarche aussi pérenne, c'est-à-dire que c'est un projet qui existe depuis 15 ans pour Wikipédia, qui a été éprouvé et qui bénéficie aussi d'une large visibilité. Ça nous permet de réutiliser cet outil et de ne pas avoir à le maintenir nous tout seul dans notre coin, en fait, de maintenir une nouvelle plateforme tout seul. Alors, simplement, ça se fait avec ce projet s'est fait avec une quinzaine de personnes à l'interne de la Cinémathèque, donc des documentalistes, des archivistes, des responsables de l'accès, mais aussi des personnes de la communication ou des programmateurs. Ça s'est fait avec des partenaires externes qui venaient vraiment de différents milieux, donc la muséologie numérique, on a Emmanuel Château-Duty qui est présent ici, des personnes des sciences de l'information comme Marie Martel qui est également ici. Co-design, des aspects juridiques avec Olivier Charbonneau, des partenaires plus techniques, mettons, concernant le web sémantique, donc avec les expertises notamment du RCIP, et la communauté, donc en créant des partenariats avec Wikimedia Canada. Et puis, on a monté une équipe projet spécifiquement dédiée à l'initiative Savoir commun, donc avec une personne chargée de l'initiative qui est Julia Mine et qui, je crois, est présente aujourd'hui. Une médiatrice numérique Wikimédienne en résidence, donc qui est en lien avec la communauté Wikimédia, et un responsable des données ouvertes et liées, donc qui a un profil plus technique et qui vise à structurer nos données et les rendre accessibles dans des formats ouverts et parfois liés. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu les activités et réalisations qu'on a faites. Je vais être assez rapide là-dessus parce que je voudrais vraiment me concentrer plus sur la façon dont on a construit ces réalisations, la façon dont elles ont évolué au fil du temps. Donc je vais d'abord commencer par les résultats, puis après je vais revenir sur la façon dont elles ont été construites. Donc on avait créé plusieurs groupes de travail. Ils ont un petit peu évolué encore une fois au cours du temps. Donc, il y avait un aspect contenu et juridique. Donc, on a créé une politique relative au respect du droit d'auteur. On a eu des rapports juridiques de fait qu'on a publiés en ligne pour travailler sur les métadonnées culturelles. Est-ce qu'on peut diffuser nos métadonnées, ce qu'on rentre dans notre base de données? Est-ce qu'on peut diffuser nos archives également? Donc, un autre rapport qui a eu lieu. On a fait des avis juridiques sur des fonds de photographie pour savoir si on pouvait les diffuser dans Wikimedia Commons. Et malheureusement, la réponse a été plutôt négative. Et on a fait des choix de contenu à diffuser sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. On a eu un deuxième groupe de travail qui s'appelait développement interne et externe, qui a travaillé sur une politique d'ouverture de données qu'on a diffusée il y a 1 ou 2 ans, qui est accessible aussi, je vais vous la montrer tout à l'heure. On a fait des formations à l'interne également pour nos équipes, pour qu'ils puissent se familiariser un petit peu avec les enjeux des données ouvertes et liées, du web sémantique. Et on a organisé des rencontres professionnelles qu'on a dû malheureusement interrompre en raison de la pandémie. Troisième volet, donc c'est la mise en œuvre technique. Donc vous voyez un exemple ici de ce qu'on a fait sur Wikidata, je vais y revenir également. On a versé 30 000 données dans Wikidata, donc des identifiants que vous pouvez voir ici. On a lié nos identifiants avec les identifiants de Wikidata. Et ensuite, on a aussi travaillé à des jeux de données ouvertes sur nos appareils de cinéma et les données ouvertes et liées sur les œuvres du cinéma canadien qu'on avait documentées dans notre base de données. Et on a créé 2 outils qui permettent de réutiliser en fait ces données-là, donc pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait les interpréter, les rendre plus accessibles, parce que c'est bien de les donner accès en RDF, mais encore faut-il pouvoir après exploiter tout ça. Donc on a créé un outil de visualisation et un outil de création de requêtes Sparkle qui permettent un petit peu d'interroger et de lier aussi nos données de la Cinémathèque en RDF avec celles de Wikidata.
Et enfin, dernier groupe qui est activité citoyenne ou qui a évolué après en un groupe appelé plus communauté. Donc on a organisé, depuis 3 ans, on organise des ateliers Wikipédia qui nous permettent de créer des pages Wikipédia et des éléments Wikidata sur des cinéastes canadiens. On a créé des brigades volantes, notamment en raison de la pandémie, puisqu'on ne pouvait plus organiser d'ateliers. Donc, on a décidé de proposer à 3 centres d'artistes pour l'instant sur candidature, en fait, de les accompagner pendant 2 demi-journées et avec un suivi un petit peu plus personnalisé par la suite sur ce qu'ils voulaient dans le domaine des données ouvertes et liées ou de la valorisation des archives. Donc, on a eu des formations par exemple sur Wikidata, mais aussi sur simplement créer une page Wikipédia. Donc ça pouvait vraiment varier. Et on a travaillé donc sur les communautés, c'est-à-dire quel public cibler et comment essayer de les mobiliser pour réutiliser nos archives et nos données. Je vous fais un portrait très rapide des résultats et maintenant je vais rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce titre, construire des conditions d'accès, de visibilité et de réutilisation, parce que je trouve que on est vraiment en train de construire la façon, en faisant ces projets, on a vraiment construit avec nos choix, qui peuvent être des choix juridiques, des choix techniques notamment, des choix vis-à-vis de ce qu'on avait déjà dans nos collections. On a construit une certaine manière de rendre accès à nos archives, une certaine manière de les interroger. Et on a des résultats qui peuvent nous satisfaire, mais qui ne nous satisfont pas toujours et qui nous amènent qui nous ont amené à créer un nouveau projet pour les 3 prochaines années. Donc, je vais parler, en fait, avant, je vais vous parler des enjeux juridiques. Et là, je vais changer simplement mon partage d'écran. Donc, je vais le couper pour le réouvrir avec Firefox. Voilà. Donc on a créé un outil, un carnet de terrain en ligne qui s'appelle donc scc.hypothèse.org, sur lequel vous pouvez trouver tous les rapports dont je viens de vous parler en fait. Vous pouvez trouver les liens vers nos outils de visualisation, quelques articles qui expliquent un petit peu comment on a travaillé. Donc n'hésitez pas à le consulter, les documents sont accessibles sous licence CC BY SA la plupart du temps. Voilà. Donc qu'est-ce qui influence la façon dont on a rendu nos archives accessibles? Déjà, je vous ai présenté la Cinémathèque québécoise parce que je pense que le fait qu'on soit une association à l'intersection des musées, des bibliothèques, des archives, ça joue un rôle. On a une documentation à l'interne qui est beaucoup orientée sur l'accès aux chercheurs qui viennent à la consultation, mais aussi sur la conservation de nos collections. Mais la documentation est moins orientée, je vous dirais, sur la manière de réutiliser les archives, sur la création. On peut parler aussi d'émotions par rapport aux collections. Donc, c'est des notions qu'on aimerait interroger. Ça a une influence aussi parce qu'on a des collections qu'on a acquis depuis bientôt 60 ans. Qui ont pris une certaine orientation au fil du temps et on aimerait beaucoup développer. On se rend compte qu'il nous faut développer nos collections plus orientées sur des communautés invisibilisées, des communautés minoritaires qui sont peu représentées dans nos collections et qu'on a peu documentées en fait au fil du temps. Et ce qui a un impact également, je vous dirais, c'est le choix de l'équipe qu'on a fait. Donc, on a choisi, comme je vous ai montré, 3 personnes. Donc, une personne, Julia, qui vient des archives et du cinéma, donc qui a une très bonne connaissance du domaine cinématographique au Québec et qui travaille justement sur aussi la vidéo féministe. Et on a travaillé aussi avec Constantinos Lambrou-Latreille, qui vient de Polytechnique, qui connaissait pour le coup pas du tout le milieu culturel, mais qui avait une très grande culture technique. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux à faire parler ces deux milieux-là. Et je vous dirais que l'outil de visualisation que je vais vous montrer tout à l'heure reflète beaucoup une perception technique. Il y a eu beaucoup de choix. On a laissé beaucoup de marge de manœuvre aux enjeux techniques qui font qu'on a des enjeux peut-être plus éthiques, plus de visibilité de ces communautés minorisées qui sont qui manquent un petit peu. En fait. Deuxième chose.
c'est comment on a choisi nos archives, les archives qu'on allait rendre accessibles. Parce que là, par exemple, dans nos collections, on a 300 000 bobines, on a 15 000 scénarios, 800 000 photographies. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout rendre accessible. Donc, c'est sûr on s'est d'abord focalisé sur nos données parce qu'on les avait, elles étaient elles étaient accessibles. En tout cas, on pouvait les travailler. Et pour les données, donc on s'est intéressé à la fiabilité de nos données, à leur complétude. Et aussi, je dirais, on a créé comme une géographie. Donc, on s'est dit, on va se concentrer sur les films canadiens notamment. Donc, toutes les descriptions des films qu'on a dans nos collections ou qu'on a documentés. Donc, on retrouve les génériques de films, les réalisateurs, les dates de tournage, par exemple, voilà, les titres de travail, les titres officiels, toutes sortes de données autour vraiment des œuvres, donc qui ne concernent pas nos archives, mais vraiment les œuvres en tant que telles. Qu'on a choisi de passer là-dessus parce que c'est des données qu'on travaille plutôt, sur lesquelles on estime qu'on a suffisamment de sources. Il y a eu un gros travail de la part de notre équipe qui a été fait au fil des années. Parce qu'on trouvait que c'était des contenus qui pouvaient resservir, avec lesquels il pouvait y avoir des liens, donc notamment avec Wikidata, mais on pensait à des liens, par exemple, avec BANQ, pourquoi pas, sur des chansons dans les films, des livres dont se sont inspirés des films. Bon, il y a pas mal de choses à faire, il me semble, de ce point de vue-là. Et pour des questions de droit d'auteur, puisque je vais y venir tout à l'heure. Pour ce qui concerne nos archives qu'on a voulu rendre accessibles, il y a on a fait des rapports juridiques, des avis juridiques également, et on a été pas mal limité en fait sur ces enjeux-là. Parce que, donc je vais vous montrer. Ça, c'est le rapport d'ailleurs sur les métadonnées culturelles. Donc, je vais juste revenir là-dessus d'ailleurs sur les métadonnées culturelles. Donc, par exemple, ça, c'est le schéma qui nous permet de dire quelles données est-ce qu'on peut diffuser en ligne. Donc, est-ce que les métadonnées sont des faits? Si oui, elles peuvent être diffusées. Est-ce que c'est une compilation? Oui, on peut les diffuser sans problème. Sinon, est-ce que ce sont des employés permanents qui ont créé ces métadonnées? Si oui, est-ce qu'il existe une entente contractuelle? S'il n'y a pas d'entente contractuelle, on a le droit de diffuser ces métadonnées. Si ces métadonnées n'ont pas été créées par des employés permanents, alors il faut qu'on se questionne sur le fait, est-ce qu'on a une convention collective ou un contrat qui lie les créateurs des métadonnées à notre organisme? Si oui, la diffusion dépend des termes du contrat. Sinon, il faut évaluer alors pour quel usage on veut le faire, etc. Et là, on est moins sûr de pouvoir les diffuser assez naturellement. Ça, c'est juste pour les métadonnées, puis ça se complique pour les archives. Donc, pour ce qui est des enjeux juridiques, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Nous, on avait un fonds d'archives d'un employé permanent qui était à la base employé en tant que photographe à la Cinémathèque québécoise et qui allait sur les tournages des films, notamment pour prendre des photos pour nos collections, et qui a photographié pas mal d'événements aussi qu'on a organisés à la Cinémathèque québécoise. Donc, on pensait qu'on allait pouvoir assez facilement réutiliser le tout. Sauf que il y avait, après un avis juridique, il y avait des enjeux notamment de droits moraux. C'est-à-dire, on ne peut pas diffuser ces photographies-là facilement en permettant la modification. En fait. Donc ça nous limitait en termes de licence possiblement à pouvoir utiliser. Ou alors, il nous faut demander aux photographes de renoncer à ces droits moraux pour pouvoir les utiliser. Donc, ce qui est faisable, on connaît très bien la personne, donc on va probablement tenter cette option-là. Le deuxième frein à ça, c'était qu'il nous faut libérer les droits relatifs aux œuvres de tiers qui apparaissent dans les photographies. Donc, par exemple, lors d'événements à la Cinémathèque, par exemple, un vernissage d'exposition, sur les photographies, il y a des autres œuvres qui apparaissent et ça peut être problématique. Donc, c'est le risque qui est à évoluer. La troisième chose, c'est que c'est le droit à l'image. Donc, c'est d'évaluer si les personnes ont été prises consciemment en photo, auquel cas le risque est moins élevé, ou si elles ont été prises à leur insu, qu'elles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient en train d'être prises en photo, par exemple. Il y a d'autres
d'autres paramètres qui entrent en compte, comme par exemple, est-ce que c'est une photo de groupe, auquel cas on peut plus facilement permettre la diffusion. Donc ça a eu forcément un impact. Donc on a décidé de se concentrer sur notre collection d'appareils de cinéma parce qu'au moins il n'y avait pas d'œuvres, il n'y avait pas de personnes qui apparaissaient. Et comme on travaille aussi avec l'Université de Montréal, le projet TechNest notamment, qui utilise ces données-là, on a diffusé de les rendre accessibles, à la fois les données et à la fois nos photographies d'appareils. Puis là encore, un des choix qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qu'on a déjà photographié comme appareil. Tout n'était pas photographié et les photographies étaient souvent en fait en basse résolution. Donc on en a repris, on est en train en fait, on continue d'en reprendre en haute résolution dans nos réserves. On ressort les appareils, on réenvoie nos équipes là-bas pour reprendre des photos de meilleure qualité sur nos appareils. Mais au moins on a les droits dessus et on peut les diffuser. Alors, ce que je vous montre là, c'est qu'on a fait une politique relative au respect du droit d'auteur. Marie, est-ce que j'ai encore 10 minutes ou... Oui, c'est correct, ok. Donc, politique relative au respect du droit d'auteur pour un petit peu recadrer, nous, à l'interne aussi, nous orienter dans les choix qu'on peut faire, orienter les équipes et aussi mentionner, je vous laisserai la lire, elle est accessible ici, mentionner aussi qu'on veut respecter le droit sur les œuvres du domaine public, donc ne pas se les réapproprier quand, par exemple, on prend des photographies d'appareils ou quand on numérise des œuvres du domaine public. La politique stipule très clairement qu'on ne se réapproprie pas les droits dessus, on les redonne aux citoyens, tel que c'est la logique du domaine public. Je vous montre aussi un rapport juridique, mais je n'aurai pas le temps de l'aborder là. Donc, c'est un deuxième rapport qu'on a fait sur les possibilités de numérisation en vue d'une diffusion, parce que dans les enjeux juridiques, il y a est-ce qu'on a le droit de numériser ces archives et le droit de les diffuser, ça va dépendre un petit peu du contexte aussi de diffusion. Chaque plateforme a ses règles. Donc, comme Wikimedia Commons, par exemple, nous limite assez pour la diffusion des archives, de nos archives. Je voudrais vous montrer maintenant, d'un point de vue technique, ce qu'on a fait. Donc là, vous avez Wikidata. Donc simplement, rapidement, si je tape les ordres, le film de Michel Brault, je développe pas Wikidata parce que j'ai vu que vous aviez une présentation il y a un mois, je pense, très détaillée sur Wikidata, donc je ne reviens pas dessus. Je veux juste vous montrer qu'on a en fait ajouté, donc, comme je vous parlais, des 30 000 identifiants. Donc là, vous avez tous les identifiants, donc vous avez Allociné, etc. Mais vous avez aussi la Cinémathèque québécoise. Donc ça, c'est un travail, un script qui a été fait pour pouvoir les lier. Quand on clique dessus, on arrive sur notre site. Ce qu'on a fait pour pouvoir réutiliser ça aussi, c'est qu'on a fait un autre script. En fait, c'est un bénévole qui l'a fait de la communauté, ce qui révèle encore l'intérêt de travailler avec la communauté. Donc, quand on va sur la page Wikipédia Les Ordres, grâce au lien qu'on a fait avec nos identifiants, automatiquement, nos identifiants vont s'insérer dans la page, dans le petit lien ressources relatives à l'audiovisuel. On peut voir qu'on y figure et ça va mener de la même manière à la page œuvre de notre site web. Donc, qui comprend, comme je vous le disais, je vais juste... Ah, bon, dommage. On vient de changer de site, donc c'est peut-être ça qui ne facilite pas. D'accord. Mais je ne pourrais pas vous montrer ce que ça donne sur notre site, mais normalement, vous avez tout le générique qui apparaît. D'un point de vue technique, donc après Wikidata, on a travaillé avec Polytechnique Montréal pour justement ouvrir nos données liées sur ces œuvres, donc sur les œuvres canadiennes, donc pas nos archives, mais vraiment les génériques, les fonctions des gens aussi sur les œuvres. Et on les a mandatés c'était un peu au début du projet, et on avait du mal à saisir ce qu'on pouvait faire avec ces données, en fait, dans le web sémantique, à expliquer à l'équipe à quoi ça pouvait servir également. Donc, on les a mandatés, on leur a dit, montrez-nous ce qu'on peut faire avec nos données. Donc, ils ont fait une première analyse en termes quantitatifs de toutes nos données, vraiment nos archives, les œuvres, quantitatives, qualitatives également, et on a décidé de s'orienter aussi sur les œuvres pour cette raison. Donc, ils ont fait une visualisation de données que je vais vous montrer.
Donc ça, c'est un site qu'on a rendu accessible, data.cinémathèque.qc.ca. Donc vous allez pouvoir voir les schémas des données, les jeux de données qu'on a rendus accessibles donc sur les œuvres en format FRBROO. Les données ouvertes donc sur les appareils de cinéma, comme je vous le mentionnais. Et, mon Dieu, c'est un peu lent. Et les réalisations qu'on a fait à partir de ces données, donc un éditeur Sparkle et une visualisation de données. Alors j'espère que ça va marcher. Ouais. Donc ça, c'est le projet. Alors, la façon dont, ce qu'il a fallu déjà se dire, on ne pouvait pas réutiliser nos 30 000 œuvres. En fait, on en a 100 000 déjà d'œuvres documentées dans notre base de données. Wikidata, il n'y en a que 30 000 parce qu'on a réussi à faire le lien qu'avec 30 000. Et pour travailler à cet outil de visualisation, il a fallu faire encore des choix. Donc la première question qu'ils nous ont posée, c'est quelle question est-ce que vous cherchez, à quelle question vous cherchez à répondre? Alors on a fait un premier brainstorming avec notre équipe, puis ce qui ressortait, c'était vraiment d'interroger le Québec et sa relation à l'international. Donc comment est-ce qu'on diffuse la culture québécoise à l'international? C'était en deuxième choix de questionner l'industrie du cinéma, donc l'évolution des équipes à travers le temps, les genres, comment évolue le rôle des femmes dans les productions de films. Et en troisième lieu, la cinémathèque, donc des données sur les collections de la cinémathèque et sur la programmation. On a retenu le deuxième, l'industrie du cinéma, et on a retenu 2 thèmes et 4 questions. Donc le thème que je vous montre là, c'est les équipes de tournage. Donc les groupes de personnes qui travaillent souvent ensemble. Donc les questions, il y en avait 2, c'était pour ce thème-là, c'était quel groupe de personnes, femmes ou hommes, ont le plus souvent travaillé ensemble dans différents films? Et est-ce qu'une personne est reconnue pour travailler avec des personnes différentes ou bien est-ce qu'elle travaille souvent avec les mêmes personnes? Donc cet outil vise à répondre à ces questions. Alors, à partir de là, ils ont sélectionné des données et donc à partir des 103 000 films uniques dans notre base de données, ils ont retenu ceux produits au Québec, donc 30 000. Là encore, la définition de produit au Québec pose question, mais je n'aurai pas le temps de développer ça. Ensuite, ils ont retenu les films pour lesquels une année de sortie a été entrée. Donc on arrivait à 17 500 films. Dans ces 17 500 films, ils ont cherché les films pour lesquels un sujet était renseigné dans notre base de données. Donc, on n'avait plus que 14 080 films. Et ensuite, ils ont retenu pour l'outil de visualisation les films dans lesquels au moins 2 personnes sont au générique, puisque l'idée, c'est de créer ces groupes-là. Donc, on arrivait à 7 600 films. Et c'est le nombre final que l'outil de visualisation prend en compte. Ça, il y a des enjeux de calcul, en fait, derrière, de capacité de calcul, de temps et de représentation visuelle. On a dû limiter parce que sinon, on aurait vraiment une trop grosse visualisation, puis on n'y comprendrait plus rien. Alors, ce que ça donne, c'est que vous voyez ici les différents groupes de travail. Donc, quand c'est bleu, c'est que ce sont des personnes qui sont majoritairement des hommes. Plus c'est rouge, plus il va y avoir de femmes dans le groupe, en fait. Donc, si, mettons, donc, également, plus c'est à gauche, moins les gens ont travaillé ensemble dans des films. Donc là, on a un groupe de 3 personnes, par exemple, qui a travaillé ensemble dans 5 films. Mais si je vais tout à droite, on a un groupe de 2 personnes qui a travaillé ensemble dans 35 films. Donc, plus on va vers la droite, plus les personnes ont travaillé, en fait, souvent ensemble. Donc, je vais faire un exemple avec Michel Brault. Donc, on peut faire des recherches par réalisateur également. Donc ça, c'est tous les groupes dans lesquels Michel Brault est impliqué. Plus le cercle est gros, plus il y a de personnes dans le groupe. Donc, vu tout le bleu, Michel Brault est surtout impliqué dans des groupes d'hommes. C'est là qu'on revoit le peu de représentation des femmes. Et donc, je vais prendre celui-là, mettons. Donc, c'est Bernard Gosselin et Michel Brault. Donc, quand je clique dessus, ils ont travaillé dans 35 films ensemble, dans différents rôles. Donc, que Michel Brault soit participant ou producteur ou photographe de plateau. Puis ensuite, on peut avoir les détails sur le groupe. Donc, quel est le pourcentage, par exemple, Michel Brault, sur toute son œuvre, les 35 films sur lesquels il a travaillé avec Bernard Gosselin, ça représente 20% du total de ses œuvres. Ensuite, si je clique sur Michel Brault, à droite,
je vais voir tous les films en fait qui sont de sa carrière. Donc on peut se représenter visuellement un petit peu. Donc il a fait essentiellement des films, mettons, de 1955 à 1990. Quand on passe dessus, on peut voir les titres des films et on peut voir les différents rôles également qu'a occupé Michel Brault au cours de sa carrière pour tous ces films, en fait, tous les films dans lesquels il est impliqué, donc dans notre base de données. Donc on peut voir qu'il est surtout impliqué dans la catégorie image. Donc encore une fois, ça questionne les termes qu'on utilise, qui ne sont pas du tout standardisés. Image, ça peut être par exemple caméraman, voilà, à la caméra. Il est impliqué dans la réalisation et dans la production plutôt à la fin de sa carrière. Et puis là, on retrouve les films par genre, donc toujours, là c'est pour le groupe, donc on va avoir par exemple des films d'animation, cinéma politique, etc. Donc on peut voir ici les films documentaires, donc on voit tout de suite que Michel Brault est très impliqué dans les films documentaires. Et on a fait le lien avec Wikidata, donc là, si vous cliquez là entre la mer et l'eau douce, on va arriver sur la fiche Wikidata. Donc pour réaliser ces outils-là, on a, comme je l'ai dit, c'est assez peu. Je suis pas sûre qu'on puisse en tirer grand-chose en termes d'interprétation, parce qu'il y a tellement, on a tellement réduit les choix en fait par rapport au total de nos œuvres. À 100 000 œuvres, on passe à 7 600. Donc, je trouvais ça intéressant de questionner ça. Ça questionne aussi, c'est sûr que c'est juste par rapport à ce qu'on a dans notre base de données. Donc, comme je vous l'ai dit, nos collections, on voit qu'il y a un manque de représentativité des communautés minorisées, des femmes aussi. Donc c'est pas forcément c'est représentatif de ce qu'on a documenté en fait à la Cinémathèque. Et également, on a eu besoin donc d'utiliser les données de Wikidata. Donc pour aller chercher les genres puisqu'on ne l'avait pas dans notre base de données. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne grâce au modèle FRBROO. Donc notre responsable données ouvertes est lié à créer des RDF et grâce aux liens Wikidata qui ont été créés avec ces œuvres-là. Alors, je vous invite, si vous voulez plus de détails, parce que moi, je ne suis pas la spécialiste technique de la visualisation des données, donc si vous voulez des détails, Constantinos a fait un article assez complet sur toute la démarche qui avait été réalisée, donc vous pouvez le retrouver sur notre carnet de terrain en ligne. Voilà. Et je vais juste, pour conclure, repasser à ma présentation initiale, et je m'arrêterai là ensuite. Et je ne la retrouve pas. Excusez-moi. C'est pas grave, je vais le faire sans présentation. Donc, c'était pas très long. C'était simplement dans le fond. Pour conclure, je vous montrais que donc les différentes, selon si on les diffuse sur Wikidata, on a décidé là, on est en train de travailler avec Données Québec, le portail Données Québec, pour justement aussi les rendre accessibles via ce portail-là. On a les requêtes Sparkle que je vous ai pas montré et l'outil de visualisation. On les ouvre aussi en CSV. Donc, c'est vraiment différentes façons de rendre ces données accessibles qui vont permettre différents usages et différentes interprétations. Nous, ce que ça nous a permis de voir, cet outil de visualisation, c'est vraiment à quel point il fallait documenter la démarche absolument. Il fallait pouvoir, notre rôle, c'était de rendre accessibles ces données, mais vraiment d'expliquer, de donner des pistes d'interprétation et d'expliquer ce que ça peut représenter pour pas qu'il y ait d'amalgame et qu'on prenne ça pour des généralités. Voilà, de bien expliquer que c'est en fonction des collections de la Cinémathèque qu'on obtient ces résultats-là, mais que c'est biaisé en fait selon les choix qu'on a faits. Donc voilà, et pour conclure, simplement, on a soumis un deuxième projet au Conseil des arts du Canada pour 2021-2024 sur lesquels on veut justement s'orienter, plus se concentrer sur la façon dont on documente nos archives. Donc, pour mieux représenter les communautés invisibilisées sur le web. Donc, on va travailler avec des artistes qui travaillent sur le féminisme, des artistes afrodescendantes qui vont nous aider et on voudrait créer
comme un prototype pour amener ces artistes-là, ces communautés-là à décrire elles-mêmes leurs archives. Donc pour voir un petit peu quels termes elles utilisent on fait appel à la notion d'auto-expression. Donc quels sont les termes qui reviennent et comment aussi ça nous intéresse d'avoir le point de vue des créateurs. Comment eux, ils rechercheraient des archives pour créer des œuvres, les réutiliser à des fins de création artistique. Donc peut-être plus un appel à des notions d'émotion relatives aux archives, par exemple. Donc voilà, nous amener un petit peu à repenser notre documentation au-delà des aspects qui sont très importants là, de conservation que nous on a l'habitude de faire. Comment on amène un petit peu d'autres aspects dans notre façon de rendre accessibles et recherchables nos archives. Je vais m'arrêter là parce que je vois que je dépasse le temps, donc je vous laisse pour les questions. Parfait, merci bien Marina. On va arrêter l'enregistrement et passer à notre période de questions.